Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Hein? Dis papa, qu'est-ce qui va pas? Tu veux des bisous? Non. Qu'est-ce qui va pas? Ah, dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Allez, dis bonjour. Non? Allez, couche. Allez, couche. Allez. Sinon, je peux pas travailler. Allez, sinon tu dégages. Voilà, c'est bien. Allez, l'installer, c'est... Il était temps, petit navire. Je règle la caméra un peu mieux que ça. Voilà, c'est mieux. On va pousser ça, si je peux. Parce que c'est pas très élégant tout ça. Oh là là. Ok. Je mets encore un peu. C'est du sport. Allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 17 mars 2019. Louloute n'est pas là pour le moment, elle est en balade. Donc on fera ça, on commencera seul, mais on en a pour un moment, je crois. Alors, ne vous sentez pas obligé de rester non plus. Hein, chacun est libre d'assister au live ou pas. C'est live préenregistré, vous le savez désormais. Donc il n'y a absolument aucune obligation. Alors aujourd'hui, nous sommes au lendemain d'une très grande manifestation Gilets jaunes, qui, comme nous le supposions, s'est mal passé, qui, comme nous le constatons, au niveau du traitement de l'information, est un traitement orienté. Orienté par qui? Par le pouvoir, évidemment, toujours le même, qui est d'une malhonnêteté sans nom, d'une tricherie sans borne, et d'un mensonge larvé qui est insupportable. Les faits sont là. Les faits sont là, vous savez que moi je suis un homme de faits. Les faits sont là, Fouquet's saccagé, qui a pris feu, une banque qui a été enflammée, donc ce sont des lieux symboliques. Vous savez ce que j'en pense, hein? Moi, je suis contre la destruction des biens, parce que ça dégénère toujours, hein, et ça a des conséquences dramatiques. Et ça va avoir des conséquences dramatiques, parce qu'avec le sociopathe que nous avons au pouvoir, lui qui a provoqué toutes ces actions, parce qu'il a une forte responsabilité là-dedans, eh bien, va en profiter pour se venger encore plus sur les Français qu'il déteste. C'est ça qui est inacceptable. C'est vraiment le prototype même, je l'ai déjà dit, du lâche absolu. Nous avons... déjà, nous n'avions pas de chance avec nos dirigeants depuis Pompidou. C'est l'escalade de la médiocrité, c'est le syndrome de Péter, le nivellement de la médiocrité par la médiocrité, mais alors là, avec le vilain petit homme, c'est pire que tout. Alors j'ai écrit 2 textes aujourd'hui, un texte sur ce qui s'est passé hier, et puis un autre pour défendre encore les enfants de ce monde. Le premier texte, le voici, Les feux de la colère. Le 16 mars 2019, Paris était à feu et à sang, pour l'acte 18 des manifestations Gilets jaunes, réclamant une justice sociale, fiscale et citoyenne. Pendant ce temps, le président des Français faisait du ski en compagnie de son épouse, refusant d'affronter la réalité et indiquant son mépris total de la souffrance exprimée par un peuple en colère contre sa gestion catastrophique d'une situation d'urgence nationale
que l'homme s'acharne à refuser de prendre en considération. 18 semaines, sans rien faire, sans rien dire, en acceptant et en votant des lois antidémocratiques, faisant de la France un pays aussi violent au niveau de sa police que les pires dictatures du monde. Pour lui, le peuple doit se taire et se contenter d'obéir à un président sans cervelle qui a tout de même raté 3 fois son concours d'entrée à l'ENA. C'est dire le niveau du candidat. Souvent, les médiocres sont, comme les capots dans les camps de concentration, des gens absolument odieux, d'une violence inouïe. La violence ne se manifeste pas simplement parce que quelqu'un va venir vous donner des coups, ni avec un bâton, une matraque, une grenade, un flashball. Excusez-moi. La violence se manifeste également en niant la réalité et en développant un discours diffamatoire, parce que c'est un discours diffamatoire qu'il tient, par rapport à la réalité et par rapport aux Gilets jaunes, pour exciter, si vous voulez, le dégoût du peuple français qui se voit pris au piège entre la justice sociale, telle qu'elle devrait être appliquée, et l'application malhonnête d'un discours visant à les exciter. C'est un petit peu le toréador qui va exciter le taureau avec son string, là, et qui ensuite va se plaindre que le taureau lui a percé les testicules. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu cela. Un tel abandon de sa part indique une incapacité notoire à la gestion du pouvoir. Et à force de mener la politique de l'autruche, aucune solution ne se présente à l'horizon. Cette espèce rare de glandouille, un animal politique en voie d'extinction de voix et de morale, est naturellement bête et orgueilleux. Persuadé d'avoir une intelligence supérieure, ses actes prouvent la sottise crasse d'une espèce non endémique, mais plutôt endénique. Notre glandouille nationale, comme nous l'appellerons désormais, du nom d'une autre andouille et héros d'un roman satirique, glandouille encore une nuit debout, disponible uniquement sur Amazon, je le déplore, mais tellement drôle que l'achat en vaut la chandelle. Ce glandouille national, président imbu de lui-même, traître à sa nation par ses offrandes aux consortiums étrangers, sans consultation, et, depuis qu'il a été ministre, ni d'emblée la souffrance des Français, qui se trouvent gênés par les 9 millions de pauvres qui marchent dans la rue pour sauver leur dignité. Mais lui, ce glandouille de pacotille, se contente de mentir, de tricher, de voler dans la poche du peuple et des retraités, de manipuler, de punir. Il utilise les ressorts des tyrannies passées pour réprimer une nation qui ne cherche pas à en découdre et depuis le début. Mais il fait tout pour pousser le peuple à la révolte, en autorisant les brutalités policières, en refusant de respecter la loi, et le droit international, bien sûr, en imposant sa volonté de vilain petit homme capricieux et peu capable dans sa position de régnant. Avec une telle gestion, il ne peut y avoir aucune autre solution que la violence de la part de certains gilets jaunes qui n'en peuvent plus d'être roulés dans une farine empoisonnée par le sourire glandouille d'un petit crétin arrogant qui reproche au peuple qu'il viole, car il le viole, de se révolter avec violence. C'est ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passera demain. Nous le constatons avec amertume. La responsabilité de ce glandouille est grande. Son refus absolu de dialoguer pousse au crime des personnes épuisées qui n'en peuvent plus. Nous allons même jusqu'à supposer une mascarade, une autre escroquerie que l'animal endénique, entre guillemets, une éventuelle organisation par le pouvoir dans le plus grand secret, l'organisation d'éléments ultra-violents ne représentant en aucune façon les gilets jaunes pour les discréditer, et voter des lois antidémocratiques.
Et là, je parle justement de ces mouvements de Black Blocs qui n'ont pas été pris en charge par les forces de l'ordre, dont c'est le travail. Et là, il y a une grande responsabilité de l'État et de M. Castaner, qui se trouvent incapables, visiblement, d'arrêter des gens violents, mais qui sont fort capables d'handicaper des personnes pacifistes. Il y a un double discours ici qui est très pénible. Le Glandouille est un fourbe qui utilise tous les prétextes pour renforcer la dictature en marche en ne traitant jamais le problème. Il n'a jamais traité le problème. Il provoque la situation, la crée même peut-être lui-même, et se présente en faux sauveur et en premier dictateur d'une France en marge de la démocratie. Ah oui, parce qu'avec ce pouvoir en place, la démocratie est d'un côté et la dictature prend le pas sur celle-ci. Combien de témoignages de gilets jaunes pacifistes allant trouver les forces de l'ordre pour leur demander de sévir, comme c'est leur devoir de le faire, contre ces agitateurs professionnels, donc les Black Blocs, avec une fin de non-recevoir. Souvent même des insultes. Même les forces de l'ordre commencent à en parler et à déclarer qu'elles reçoivent des ordres de leur hiérarchie d'agir contre la loi. Ouvrez les guillemets, des officiers de police judiciaire de Paris dénoncent des consignes liberticides que leur impose leur hiérarchie, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes. Ils avaient auparavant interrompu leurs activités pendant plus d'un mois pour protester contre ces instructions. Témoignage livré au journal Mediapart par des officiers de police. La police se rend donc hors la loi sur ordre de Glandouille et de ses acolytes, un petit groupe de Dalton frustrés en mal de violence et de domination, qui vivent de mépris et de haine contre la pauvreté qu'ils ont connue jadis, peut-être, et qu'ils maudissent à présent. Et que dire de ces images sur les Champs-Élysées hier, où l'on voit un CRS en bande organisée, je dis bien un CRS, un policier en bande organisée qui pille un magasin de vêtements dont les vitrines ont été brisées par des casseurs, on ne sait pas qui sont les casseurs, et qui ensuite plie la marchandise volée dans la rue pour la mettre dans son sac à dos, protégé par ses complices qui, au lieu de faire leur travail de service d'ordre, couvrent le vol manifeste d'un collègue. Le journaliste Rémi Buzine va le filmer et se prendre un coup de matraque pour ne pas que la vérité éclate. Il n'est pas bon d'être le témoin des actions de la police d'un voyou. La voilà la police de notre animal politique, et que dire du Fouquet's, où l'on voit clairement sur d'autres images que ce sont les grenades de la police qui mettent le feu au store du restaurant et qui contribuent à enflammer un lieu déjà saccagé, mais par qui au juste? Quelle preuve avons-nous que ce sont des gilets jaunes? Où se trouve la présomption d'innocence tant réclamée par les politiques voyous de ce pays? Alors, si vous allez sur Facebook, sur Internet, vous trouverez ces vidéos qui sont évidemment sauvegardées parce que ce sont des témoignages importants, où on voit bien les grenades tirées par les CRS qui vont tomber directement sur le Fouquet's. Ce sont peut-être même ces grenades qui, en rentrant, ont mis le feu au lieu. Mais là, on dit que ce sont les gilets jaunes. Pourtant, les images sont claires. Mais à cause de ça, notre Glandouille a décidé de sévir. Bientôt, c'est quoi? C'est les balles réelles contre des gens pacifistes qui sont infiltrés et par la police et par des Black Blocs. Et je ne parle pas de la déclaration de Bernard-Henri Lévy qui est d'une sottise de la part d'un homme qui se prétend intelligent, mais épouvantable, épouvantable, lorsqu'il déclare que les gilets jaunes sont vraiment des personnages, des individus antidémocratiques, alors que c'est le contraire, alors que les gilets jaunes veulent l'application de la démocratie. C'est extraordinaire, extraordinaire de voir ces hommes ou ces femmes, journalistes ou autres, ou pseudo-philosophes, qui prennent le parti des méchants. Mais c'est du délire. Parce que dans la rue sont vos papas, vos mamans, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos enfants. C'est pas des voyous.
Ce n'est pas des gilets jaunes, ce sont des Français qui souffrent, qui sont pillés au quotidien. Bernard-Henri Lévy qui a fait sa fortune sur le bois précieux en Afrique et qui vient nous donner des leçons de morale. Non, monsieur Bernard-Henri Lévy, vous ne pouvez pas nous donner des leçons de morale. Vous vous êtes enrichi sur la pauvreté de l'Afrique. Mais vous allez me dire, si ça n'avait pas été vous, ça aurait été un autre. Ce n'est pas une excuse. Quand on fait ça, on ne devient pas un personnage connu et on ne se fait pas, comment dirais-je, le défenseur de l'injustice parfaite. Réfléchissez, s'il vous plaît, monsieur, réfléchissez. Et revenez dans le bon sens citoyen. Les pompiers de Paris et nos forces de l'ordre viennent de procéder à l'évacuation de tous les habitants d'un immeuble délibérément incendié. Le feu est maîtrisé. Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants ni des casseurs, ce sont des assassins. Voilà une phrase de M. Castaner. Pinocchio. Les individus qui ont commis cet acte, je suis heureux de l'entendre, il déclare, ce ne sont pas des manifestants, ni des casseurs. Alors si ce ne sont pas des manifestants ni des casseurs, les gilets jaunes sont protégés puisqu'il le dit lui-même. Non, mais il ajoute, ce sont des assassins. Castaner, qui accuse sans preuve dans son tweet, j'ai oublié le son, dans son tweet, criminalise, pointe d'un doigt accusateur un groupe social qui est le peuple. Il traite les citoyens d'assassins, mais de quel droit? De quel droit? Présomption d'innocence, hurle le peuple. Ta gueule, répond Castaner. Alors non, cet immonde personnage n'a pas raison. Il manipule les faits pour orienter son propos, c'est une technique typique des manipulateurs. Et les indécis, évidemment, tombent dans le piège. Il a nié, par exemple, à Marseille, que la police ait volontairement visé une vieille femme au 4e étage de son immeuble avec une grenade ayant causé sa mort. Pourtant, c'est le cas. Celui qui a fait cela est en effet un assassin. Mais, pour lui, rien. On ne sait pas qui c'est, mais elle laisse sa famille endeuillée. Les dégâts matériels n'ont fait aucune victime à Paris, et ce sont des assassins. Les assassins, pour moi, ce sont les forces de l'ordre qui tirent à bout portant avec des flashballs dans le visage. Des gilets jaunes qui sont là et qui sont pacifistes. Ça, ce sont des assassins, mais pas pour le pouvoir. Pour le pouvoir, ce sont des gens tout à fait normaux. Ce sont déjà des gens qui défendent la République. La République. La République, c'est justement le peuple. C'est pas un groupe de voyous, soi-disant élus, qui représente le peuple. Il faudra voter la prochaine fois, chers amis. Mais il faudra aussi créer des listes. Il faudra aussi avoir un candidat du peuple, avec une équipe du peuple. C'est ça qu'il faudra faire. Et voter pour lui ou pour elle, peu importe, mais pas pour ces gangsters. Donc tu veux descendre ? Celui que la bonne providence a mis à la tête d'un ministère sans la moindre expérience du portefeuille confié et qui défend un système profondément violent, injuste et destructeur. Cigale de la fable qui préfère les boîtes de nuit à la résolution des problèmes sociaux. La banque sera, à n'en pas douter, indemnisée, comme le Fouquet's. Mais aucun gilet jaune blessé, estropié par la police de ce monsieur, n'est pris en charge par aucune mutuelle, sous de fallacieux prétextes. Nous constatons amèrement où se trouve la justice. D'ailleurs, j'encourage le Fouquet's à porter plainte contre la police française. Ah bien oui, puisque les grenades ont quand même été tirées par la police. Qui pouvait les tirer? C'était des lance-grenades qui ont tiré ces grenades. On le voit bien sur les vidéos. Rappelons qu'un pauvre qui hurle sa douleur n'a pas moins d'âme qu'un riche qui lui crache dessus. Il a juste plus de conscience de la souffrance que l'arrogant qui protège ses biens et ses privilèges au détriment de la misère humaine. Quelle honte de voir un homme profiter allègrement de son repas, alors qu'un pauvre lèche la vitrine qui le sépare du privilégié en bavant pour tenter de calmer ses crampes saillantes, ses crampes de douleur dans son ventre affamé.
Les riches, et c'est sans jalousie aucune que je le dis, ont abusé depuis trop longtemps de la misère des pauvres qui s'éveillent à la conscience sociale et qui réclament enfin justice. S'il leur faut la prendre avec le poing, ils le feront sans plus craindre la peur que ce glandouille cherche à leur imposer. Si la situation atteint un tel non-retour, les Français le doivent à ce jeune crétin perclus de vanité qui décide pour 66 millions de personnes de la façon la plus stupide qui soit de satisfaire sa volonté égoïste. Il a raison, Glandouille, d'aimer Pétain, le vainqueur de Verdun, celui qui envoya, je vous le rappelle, sans broncher, 500 000 jeunes Français à la mort pour mettre un drapeau sur une colline. Eh bien, ce vilain petit homme en fait autant. Les Français sont invalidés à vie, d'autres y laissent la vie. Tant pis pour eux, c'est de leur faute de ne pas chercher à accepter sa volonté à lui. Il ne fait aucun doute que la France ne peut plus être dirigée par un tel sociopathe qui part en vacances alors que Paris brûle. L'homme n'a pas d'honneur, et la nation française ne peut être dirigée sans honneur. Et pourtant, c'est tristement le cas de figure que nous vivons à présent. Le vilain Glandouille, aussi incompétent qu'incapable pour aider le peuple, est la honte de l'histoire de France et le désespoir de celui qui écrit ces quelques lignes. Néanmoins, j'abjure les gilets jaunes à ne plus manifester. Avec un tel président, cela ne sert à rien. La résistance passive est, sans violence, est bien plus efficace, car on ne peut ni enfermer ni punir des citoyens qui ont soudain décidé de ne plus consommer, de ne plus utiliser les services bancaires, de boycotter les commerces sous toutes ses formes, et de favoriser les producteurs et les artisans, et non pas les grands groupes économiques qui volent les Français à travers le CICE sans jamais participer à l'effort national. Cette résistance-là est sans violence, est bien plus efficace, et à l'étamidité. C'est un plaidoyer très difficile, et très difficile pour moi en tant que citoyen qui cherche la vérité et qui cherche à faire respecter le droit de chacun à vivre en France et sur cette planète. Or, nous sommes extrêmement mal barrés avec la France en marche. En marche vers la destruction du peuple français, en marche vers la destruction de l'économie française, en marche vers la destruction totale de ce que nous avons connu, avec une bande de corrompus et de voyous qui nous gouvernent. C'est une catastrophe absolue. À présent, quelques mots sur l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande avec des Néo-Zélandais. J'ai discuté avec des Maoris. J'ai fréquenté et parlé avec des personnes de toutes origines culturelles, des Asiatiques, des Européens, des anglophones. Je n'ai jamais trouvé de peuple aussi bienveillant que le peuple néo-zélandais. Lorsque j'ai appris l'horrible attentat, j'ai tout de suite dit « ce n'est pas un néo-zélandais, c'est impossible ». Ensuite, j'ai appris ce dont je me doutais, qu'il s'agissait d'un Australien extrémiste et, à mon goût, sataniste. Il existe une photo de cet homme au tribunal où il fait un signe sataniste. Des Australiens extrémistes, j'en ai rencontré en Australie il y a 30 ans. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils existent et se renforcent depuis certaines attaques de musulmans extrémistes également en Australie ces dernières années. Il est très difficile de juger ce drame humain, et les opinions généralistes françaises sont très éloignées de la réalité par pure ignorance de la société australienne et surtout néo-zélandaise. Ces deux îles du bout du monde qui sont pour moi un paradis sur terre. Je respecte le commentaire de M. Yvan Rioul, journaliste au Figaro, qui est bien le plus objectif que j'ai entendu sur cette affaire. Les autres sont des hypocrites petits bourgeois qui estiment que leur opinion compte. Certes, mais elle n'a aucune valeur puisqu'elle ne sert que des objectifs politiques et partisans. Ce que nous devons expliquer, c'est pourquoi cet Australien est venu faire un attentat monstrueux dans un pays pacifique, qui respecte la vie sous toutes ses formes. C'est dans le code de conduite des Maoris et du peuple néo-zélandais. Tous les musulmans du monde sont horrifiés par cet acte. Dois-je leur rappeler qu'en Syrie, tous les jours, des enfants musulmans et la population des villes occupées sont assassinés par des terroristes islamistes soutenus par les puissances de l'Axe. Des terroristes que nous allons récupérer à bras ouverts
alors que les pays nordiques n'en veulent plus. Merci encore, Glandouille. Pourquoi n'entendons-nous pas les musulmans français, les musulmans du monde, sur ce qui se passe en Syrie, en Libye, en Irak, partout où des démons assassinent des êtres humains sous de faux prétextes? Pourquoi? Tous les jours, Pierre Le Corf nous envoie des vidéos qui nous montrent les monstruosités que doivent subir le peuple syrien, qui est un peuple à majorité musulmane. Personne ne dit rien. Pourquoi les musulmans de France, et je les comprends, s'insurgent à juste titre contre cet attentat épouvantable de Christchurch, et pas contre les attentats quotidiens qui se passent en Syrie, en Libye, en Irak, contre d'autres musulmans. Je ne minimise pas l'attentat de Christchurch, qui a été ma ville, une ville que j'ai aimée et que j'aime avec une profonde nostalgie. Je signale que le battage médiatique autour de ce drame est organisé par les mêmes qui sont responsables de cet épisode sanglant pour faire oublier le drame que vivent les musulmans du Moyen-Orient et qui sont assassinés chaque jour avec une minutie obscène et sans la moindre réaction de notre part. Pourquoi? Pourquoi pointons-nous du doigt un épisode isolé et pas le quotidien depuis 7 ou 8 ans? Pourquoi? Y a-t-il au monde des musulmans qui auraient plus de valeur que d'autres? C'est une question que je pose, en toute honnêteté et en respect total de nos amis et frères musulmans qui ont été lâchement assassinés par une organisation sataniste, et qui dit sataniste dit souvent franc-maçonne. On le découvrira sans doute dans un an ou deux. C'est comme ça que ça se passe. La vaccination augmenterait-elle le risque d'infecter les autres? Alors maintenant, nous passons à cette réalité du quotidien. Je vais ouvrir la fenêtre parce que ça commence à chauffer. Et là, vous allez en apprendre de belles, encore. Évidemment, tout cela est soutenu par la science, car la science explique une réalité par des faits scientifiques. Et mon travail, c'est de collecter ces faits scientifiques et de révéler le mensonge absolu de la part des laboratoires et de notre gouvernement. N'oubliez pas que notre glandouille nationale a quand même été soutenue par le laboratoire Servier à hauteur de 2 millions d'euros. Je demande pourquoi. Et le lendemain de son élection, ce franc-maçon sataniste, parce qu'on l'a vu ça lorsqu'il a été élu, je suis désolé d'utiliser ces termes, mais souvenez-vous que le soir de son élection, il a fait des signes que je ne reproduirai pas parce que je ne fais pas allégeance à ces gens-là. Il a fait des signes de pyramide, donc de pyramide et de l'œil, qui étaient très clairs pour remercier ceux qui l'avaient mis au pouvoir, qui l'ont mis au pouvoir. Et ce n'est pas le peuple qui l'a mis au pouvoir. C'est là-dessus où il triche encore, parce qu'il est foncièrement malhonnête. Si vous voyez tous ces gens qui sont dans la rue, et si on avait fait voter tous ces gens qui sont dans la rue, vous pouvez être certain que nous n'aurions jamais eu cet horrible personnage. C'est pour ça que je vous demande la prochaine fois de trouver des représentants qui se présenteront justement pour ces élections. Et de faire s'écrouler le système par le même système, c'est-à-dire par la voie démocratique, que ce qu'ils utilisent contre nous en trichant au quotidien. Alors évidemment, ils vont se dépêcher de mettre les machines à voter électroniques qui sont mais d'une facilité enfantine pour les hackers à trafiquer. Aujourd'hui, c'est bien malgré nous que nous vivons sous l'ère de la propagande de la France en marche et de celle de Big Pharma. D'ailleurs, nous utilisons ce terme de propagande de plus en plus souvent à mesure que nous perdons notre démocratie et nos droits de l'homme en France au profit d'En Marche vers la dictature
d'un vilain petit homme et d'une équipe d'escrocs malveillants et incompétents en matière de gestion politique. La propagande, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une forme intentionnelle et systématique de persuasion d'un procédé médiatique et politique utilisant un ensemble de techniques pour exercer un contrôle mental mis en œuvre pour protéger une idéologie auprès d'un public et d'une nation. Là, vous me connaissez, j'aime l'histoire, donc on va faire un peu d'histoire. Alors évidemment, on aura toujours les casse-pieds qui viendront contredire et puis après valider. Enfin, vous savez, je ne suis pas en concurrence avec vous, hein, les historiens. Pas du tout. Je ne tiens pas d'ailleurs à être en concurrence avec personne. Je suis là simplement pour faire mon job, comme disent nos chums du Canada. À Rome, le consul Agrippa, en 33 avant Jésus-Christ, pour gagner la plèbe pour la cause du jeune Octave, qui deviendra Auguste, le premier empereur romain et successeur de Jules César, se chargea non seulement de moderniser l'approvisionnement en eau potable de la ville de Rome, pour tous les Romains, de restaurer les édifices publics, mais surtout de l'organisation des jeux qui étaient gratuits et au cours desquels on distribuait du pain aux spectateurs, d'où l'expression du pain et des jeux. Et en précisant bien qui était l'organisateur et le bienfaiteur de ces jeux qui pouvaient être César, mais également des sénateurs en recherche de voix pour leur réélection. Comme quoi rien n'a changé. 2000 ans plus tard, les grands tyrans du XXe siècle s'inspireront de la propagande romaine et de ses codes pour imposer leur vision. Mussolini mènera des projets architecturaux colossaux. Oula. Oui. Coucou, c'est Loulou. Voilà mon rayon de soleil. Je n'étais pas attendu rentrer. Oui, bon. Alors je te laisse et puis je vais t'écouter. Voilà. Et bonjour à tout le monde, bien sûr, et puis voilà. Et puis voilà. Donc nous revenons au vaccin. Merci. Yes. Au revoir. Au revoir. C'est parti. Alors, Mussolini mènera des projets architecturaux colossaux, suivis par Adolf Hitler et Staline, alors Adolf Hitler en Allemagne, Staline en Russie, qui utilisera la presse. Adolf Hitler utilisera la presse, l'architecture classique, l'art et le 7e art pour contrôler l'esprit des foules à des fins propagandistes. Et cette propagande était organisée par Joseph Goebbels, qui était lui aussi philosophe. Il avait un doctorat de philosophie, comme de nombreux propagandistes. Est-ce que ça vous met une puce à l'oreille par rapport à la France? Ça pourrait. Du point de vue architectural, dans la nouvelle chancellerie du Reich, qui a été construite de 1938 à 1945, et qui était la résidence officielle d'Hitler, celui-ci charge ses architectes d'imiter les Grecs, mais surtout les Romains, pour impressionner, parce que c'était monumental. Donc pour impressionner et se donner une image de grandeur par de vastes espaces vides, comme dans les agoras, décorés par des sculptures glorifiant la perfection de la race aryenne, afin de diriger le regard vers l'entrée du bâtiment et imposant une vision de puissance absolue dans un décor antiquisant rappelant également la grandeur des empires classiques du passé. Le modernisme laissant trop de place à l'originalité et au rêve, comme le Métropolis de Fritz Lang, qui dévoila finalement la filiation entre le moderne et l'ancien et la destruction de l'âme pure des hommes par la corruption de l'illusion des maîtres. L'objectif final d'Adolf Hitler était de transformer l'architecture allemande pour construire après sa victoire sur le monde sa nouvelle Rome, cet empire colonisateur des Césars qui a été le maître absolu et tyrannique du monde, mais surtout de l'Europe en son temps. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Europe qui impose sa dictature au peuple? Mais alors, où se trouve le leader charismatique qui dirigera ce nouvel empire? Il se cache, il n'a pas encore montré son visage, mais nous percevons clairement ses agissements diaboliques. Alors, de mon côté, je ne crois pas que ce soit notre glandouille nationale qui sera ce leader charismatique. Il ne vaut pas grand-chose et il manque de beaucoup d'intelligence. La technique de la propagande est exercée sur la population à travers tous les médias de masse afin d'influencer le plus grand nombre possible,
voire de l'endoctriner afin de le rendre docile. Le contrôle du genre humain garantit la stabilité d'une escroquerie monumentale dans tous les domaines de la société. La mauvaise foi, nous la connaissons à présent, Castaner, Glandouille, le mensonge, la manipulation de l'information et de la science sont les techniques courantes employées par des groupes industriels très puissants et les banques, afin de contrôler l'humanité et de s'enrichir sur le mensonge d'État, car ces groupes sont eux-mêmes propriétaires des hommes et des femmes politiques qui sont leurs esclaves soumis et qui obéissent aux ordres. Nous avons pu constater que la propagande vaccinale, par exemple, affirme sans la moindre contestation possible les prétendus avantages et bénéfices pour la santé des vaccins. Et donc, je reprends les prétendus avantages et bénéfices pour la santé, virgule, des vaccins. Cette propagande, cette technique de manipulation développée dans la répétition hypnotique, affirme depuis de nombreuses années l'irréfutabilité des vaccins pour le bien des humains. C'est-à-dire que les laboratoires et les industriels qui fabriquent les vaccins garantissent d'emblée leurs produits comme étant parfaitement sûrs, comme Monsanto a garanti les OGM et le glyphosate de la même manière, alors que ce ne peut être vrai, comme l'a prouvé le professeur Éric Serralini à travers ses études sur le maïs OGM Monsanto et son pesticide attitré le Roundup Ready. Vous pouvez trouver ça dans Pandora. J'en ai déjà parlé il y a des années. Puisque les lobbies de l'industrie vaccinale se réfèrent systématiquement à la science pour affirmer leur fausse vérité, laissons sa chance à la logique scientifique qui nous rappelle justement que ces déclarations doivent être vérifiées, car nul ne peut prendre pour argent comptant le discours agressif d'un commercial dont le seul objectif est de vendre un produit médical, un tapis ou un aspirateur. Marchons de tapis, s'il vous plaît. Serait-il disposé, ce commercial vaccinal, à tous les mensonges pour vendre son produit? Eh bien, moi, je dirais que oui. Pourquoi? Par exemple, au marché, j'ai quelqu'un qui vend des bonbons. Alors, il vous saute dessus. Dès qu'il vous a mis le grappin dessus, et alors le type ne vous lâche pas. Il vous sort 1000 arguments, puis il vous dit 3 paquets de bonbons, 8 €. Vous dites, t'es malade, 8 € pour des paquets de bonbons, t'as 3 salades pour 1,80 €. C'est pas bien, non? Et il insiste, il a un argumentaire incroyable. L'homme est un professionnel de la vente, comme Big Pharma est un professionnel de la vente, comme Glandouille est un professionnel de la vente politique. C'est un animal politique endémique. Vous savez, Nick, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'il entube les Français au quotidien. Chacun est libre de répondre à cette question, mais nous constatons avec force de preuve que l'attitude agressive de Big Pharma, ou alors des défenseurs de Big Pharma, les pro-vax, au sujet des vaccins, n'a rien de scientifique. Cette attitude n'a rien de scientifique, mais plutôt une imposition pure et simple d'une vérité indiscutable et à la fois scientifiquement fort discutable. C'est ce qu'on disait avec Louloute, on en parlait ce matin. Elle me disait, mais c'est vrai que toutes les personnes qui t'attaquent, ils t'attaquent sur le physique, ils t'attaquent jamais sur le contenu, sur les vaccins, jamais, parce qu'ils n'ont aucun argument scientifique. Évidemment, ils sont dans le mensonge permanent, ils sont dans la tricherie, ils sont dans l'abus de confiance permanent. Jamais ils nous ont attaqués sur nos déclarations, qui sont des études scientifiques. Évidemment, ils n'ont pas le niveau. Et même s'il y avait des scientifiques qui nous attaquaient, c'est pas moi qu'ils attaqueraient, ils attaqueraient d'autres scientifiques. Donc ce serait un combat de titans inutile. Puisque d'un côté on a la vraie science, de l'autre côté on a la fausse science, mais nous allons y venir. Eh bien, la science indépendante a parlé, et elle démontre que les vaccins ne sont pas aussi sûrs et efficaces que ce que Big Pharma veut bien nous le faire croire. Comment? Qu'entends-je? Qu'est-ce qu'ourdi-je? Big Pharma aurait menti sciemment aux citoyens de ce monde afin de vendre la vaccination, un produit de santé toxique à des millions de doses chaque année, vendu et imposé par le cadre de la loi?
Alors que l'industrie pharmaceutique déclare que ces précieux vaccins sont infaillibles, des études scientifiques montrent que les vaccins ne manquent pas non plus de détruire l'immunité, mais qu'ils peuvent également favoriser la propagation de la maladie contre laquelle le ou les vaccins sont injectés. Là, vous comprenez que on va vous injecter des virus vivants, donc un vaccin, pour lutter contre éventuellement le fait que vous pourriez développer une maladie. Mais en fait, c'est le vaccin qui va lui-même développer la maladie chez le sujet vacciné. Et pire, c'est même le vaccin qui va développer la maladie du sujet vacciné vers celui qui ne l'est pas. C'est quand même délirant. En fait, il existe plus de 600 études, vous trouverez ça dans Pandora, hein, il y a les liens, hein, vous n'aurez qu'à les lire, qui mettent en évidence les nombreux échecs des vaccins, mais ces études sont refusées de publication par la presse soumise aux ordres de Big Pharma. Non, je le précise, ce n'est pas du complotiste. Lisez par vous-même, ouvrez les yeux, dans la presse écrite ou à la télévision. Il n'existe qu'un seul et unique discours vaccinal, un unique point de vue. La vaccination a éradiqué les maladies. On n'a jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Non, pardonnez-moi. On n'a jamais entendu quelque chose d'aussi faux. Ce mensonge absolu, la vaccination a éradiqué les maladies, est défendu par les médecins médiatiques et médiatisés, les journalistes spécieux, les laboratoires et leurs publications tendancieuses. La preuve, lisez les notices des vaccins, c'est marqué dessus. La preuve, cette propagande vaccinale affirme actuellement, sans contradiction possible, car on ne donne jamais la parole à des contradicteurs, que toute recherche qui révèle une inefficacité ou des dommages vaccinaux est une fake news, instaurant de la sorte une véritable tyrannie médicale contre la vraie science, contre la vie, pour des buts lucratifs et de destruction de l'humanité. Ça veut dire que vous, papa, vous, maman, vous aviez un enfant en pleine santé, vous le faites vacciner par exemple avec le ROR, votre enfant réagit mal, le lendemain il développe un autisme, eh bien quand vous allez vous plaindre que c'est le vaccin qui a développé l'autisme de votre enfant, ou qui a contribué à développer l'autisme de votre enfant, eh bien vous êtes un complotiste, ou une complotiste. Vous êtes une hystérique. Vous êtes malade. Vous ne pouvez pas envisager un seul instant que un vaccin ait pu handicaper votre enfant. C'est pas possible. C'est vous, c'est génétique. Mais quand il n'y a pas de gène, il n'y a pas de plaisir, hein. C'est ça. Donc, voilà à quel niveau nous sommes arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui. Désormais, il nous est imposé la science vaccinale par les laboratoires et les gouvernements. Et toute science venant contredire cette science vaccinale est jugée comme fausse et conspirationniste. Or, ce sont les tyrannies qui parlent de conspirationnisme, pas les démocraties. Et pourtant, nous serions censés vivre sous une démocratie, comme nous l'avons vu au début de cette capsule. Alors, on va remettre les choses au point. Démocratie. Démos, c'est le territoire. Kratienne, c'est le peuple, et ça veut dire commander. Ça désigne un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Mais dans ce que nous vivons actuellement, les citoyens sont loin d'avoir le pouvoir. Pire, ce sont les lobbies industriels qui l'ont et qui imposent leurs produits assassins aux citoyens sans même leur demander leur avis en considérant que c'est bon pour eux. Pourquoi dans ce cas, Big Pharma décide-t-il ou elle de remettre en question la science sous prétexte que celle-ci défendrait la vie des enfants et de leurs parents ? Cette remise en question lui ferait-elle perdre des bénéfices substantiels, mais surtout son pouvoir sur l'humanité ? La science, la vraie, soutient les victimes des vaccins à travers des études de groupe, des études statistiques et des études scientifiques et biologiques prouvant que Big Pharma ment effrontément sur l'innocuité des vaccins, un mensonge absolu car Big Pharma sait parfaitement que les vaccins sont dangereux puisque régulièrement les producteurs de vaccins sont condamnés pour fraude en justice. Aujourd'hui, et nous ne le répéterons jamais assez, des géants des médias sociaux tels que Facebook, Google, YouTube, Amazon, etc. déclarent la guerre contre la liberté d'expression et surtout la liberté de santé
en annulant systématiquement la diffusion d'informations dissidentes et surtout d'informations scientifiques issues de la vraie science, celle qui n'a pas d'autre intérêt que de défendre la vie et qui n'a plus de droit de citer. Aujourd'hui, toute personne qui ose aller contre le courant imposé par Big Pharma est soumise à une frénésie orchestrée, ravivée par les parties prenantes du secteur vaccinal, à savoir celles qui ont un intérêt financier direct ou indirect dans les vaccins, par le biais des entreprises, des universités ou des CDC qui les utilisent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que l'industrie vaccinale finance. Dans le premier Pandora, j'avais repris une étude sur le financement des partis politiques, des clubs des partis politiques, qui sont quasiment tous financés par les laboratoires ou entreprises affiliées. Et dans ces clubs, ils ont droit à tout. Hein. Ils peuvent aller manger, il y a sauna, il y a machin, il y a tout. C'est le grand luxe. C'est le grand luxe. Ils ne payent rien. Pourquoi? Parce que c'est le début de la corruption. Les laboratoires financent les universités américaines, évidemment. Ou les CDC, les centres de contrôle des maladies. Leur objectif est de parvenir à une utilisation maximale des vaccins et à une conformité totale au calendrier de vaccination établi par le gouvernement en collaboration avec les fabricants de vaccins, ce qui pose d'emblée un problème de conflit d'intérêts. Évidemment, comme avec Madame Buzyn, qui est en plein conflit d'intérêts. Je vous l'ai déjà expliqué. Une telle imposition est pourtant illogique par rapport aux faits scientifiques qui indiquent que non seulement les vaccins ne sont pas sûrs à 100%, comme les producteurs le prétendent, et qu'en plus, ils sont pour partie inefficaces et dangereux. Par exemple, lors de l'épidémie de rougeole en Californie en 2015, un grand nombre de cas suspects sont survenus chez de récents vaccinés. Lors de l'épidémie de rougeole en Californie en 2015, un grand nombre de cas suspects sont survenus chez des personnes qui avaient été vaccinées contre la rougeole. C'est pas possible. Si vous êtes vacciné contre la rougeole, c'est pour ne pas l'attraper. Mais pourtant, ils l'ont attrapé et ils l'ont diffusé. Sur les 194 séquences du virus de la rougeole obtenues aux États-Unis en 2015, 73 ont été identifiées comme étant des séquences vaccinales. Ça veut dire que pratiquement 48% de l'épidémie était causée par les personnes vaccinées contre la rougeole. C'est grave, non? Ça veut dire que ce sont les vaccinés qui, à 48%, sont responsables du développement d'une épidémie. Et je ne cesse de vous dire que les vaccins sont arrivés après qu'on avait éradiqué les épidémies. Donc ce sont les vaccins qui créent les épidémies. Et c'est scientifiquement prouvé. Rebecca G. McNall, oui, parce que vous savez bien que moi je fais des recherches et que je vais chercher vraiment au centre l'information, est co-auteur du rapport publié au CDC et elle est responsable de la division of Viral Diseases du CDC. C'est-à-dire qu'elle est responsable de la division du secteur maladies virales au CDC, au Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, qui disposait de données prouvant que l'épidémie de rougeole était en partie causée par le vaccin. Le vaccin imposé et vendu par les CDC aux États-Unis et imposé par Madame Buzyn aujourd'hui et vendu évidemment à travers les pharmacies. C'est la preuve de l'échec du vaccin à fournir une immunité comme l'affirment les laboratoires, déclare Robert F. Kennedy Jr. Mais c'est pas tout, hein. Il y a autre chose. On n'a pas fini notre voyage à travers les mensonges de Big Pharma. Pourquoi ces informations cruciales ont-elles été... j'aurais dû mettre ça. Ont-elles été dissimulées au public et continuent à l'être? Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il faut forcer la vaccination pour protéger les gens? Pourquoi est-ce qu'on nous montre des gens qui meurent prétendument de la rougeole? Pourquoi? Et pourquoi on ne dit pas la vérité que 48% de l'épidémie de rougeole est liée à la vaccination elle-même? Après tout, combien ont lu cette divulgation tardive dans le journal de microbiologie?
Qui lit le journal de microbiologie? Vous, peut-être? Madame Buzyn, elle devrait. Le gouvernement, la sécurité sociale, elle devrait. On nous parle que la sécurité sociale est toujours en faillite, mais attendez, mais l'escroquerie des vaccins, ça ruine la sécurité sociale, alors qu'on n'en aurait pas besoin. Le 1er mars 2019, nous sommes le 17, c'était il y a 16 jours, l'épidémie d'oreillons dans les centres de détention pour migrants du Texas s'est produite après la vaccination forcée du vaccin ROR pour les enfants. Quelqu'un ne voit-il pas le lien entre la vaccination et une épidémie de maladies infectieuses? Tu réfléchis un peu? L'épidémie d'oreillons dans les centres de détention pour migrants du Texas, c'est-à-dire que tous les migrants mexicains qui arrivent à passer la frontière et qui sont attrapés sont mis dans des espèces de camps de concentration dans lesquels on les vaccine de force. On ne leur demande pas leur avis. Donc, on est contre le traité, le code de Nuremberg, et on est contre la Convention de Genève aux États-Unis. Mais Macron ferait la même chose en France. C'est pareil. On est contre le droit international. Mais aux États-Unis, ils s'en foutent du droit international. Seul le droit américain peut condamner les Américains. Et seulement dans leur pays. Donc je répète, l'épidémie d'oreillons dans les centres de détention pour migrants du Texas s'est produite après la vaccination forcée du vaccin ROR pour enfants. Quelqu'un ne voit-il pas le lien entre la vaccination et une épidémie de maladies infectieuses? Il semble que les autorités prennent les migrants mexicains pour des chiens à vacciner d'office afin de protéger la population américaine. On constate l'efficacité du résultat. TexasTribune.org publiait dernièrement en direction de l'agence de santé les guillemets, près de 200 personnes dans les centres de détention du Texas ont contracté les oreillons au 1er mars 2019. Depuis octobre, 186 enfants et adultes ont contracté les oreillons dans des centres de détention pour migrants à travers le Texas, selon l'agence de santé publique. Ceci inclut les immigrants et les employés de ces centres. Fermez les guillemets. Dans Épidémiologie et prévention des maladies évitables par la vaccination, c'est la traduction que j'ai faite, publiée par le CDC, alors je vous rappelle les CDC, Centre de contrôle des maladies et de prévention, nous pouvons lire ceci, et ça c'est très intéressant. Donc ça c'est un organisme officiel, pro-vaccinal, qui dit ça. De 1985 à 1988, 42% des cas sont survenus chez des personnes qui ont été vaccinées à compter du premier anniversaire de leur naissance. Au cours des années, 68% des cas chez les enfants d'âge scolaire âgés de 5 à 19 ans sont survenus chez ceux qui avaient été correctement vaccinés. 68% des cas qui développent des maladies contre lesquelles on les vaccine développent justement ces maladies contagieuses. 68% des cas. Ça veut dire que les autres pourcents qui ne sont pas vaccinés, ils ne développent rien. Ce ne sont pas des criminels, eux. Ce sont malheureusement les personnes vaccinées qui le sont malgré elles. L'apparition de la rougeole chez les enfants déjà vaccinés, c'est-à-dire l'échec du vaccin, a conduit, et ça c'est le CDC qui écrit ça comme ça, a conduit à la recommandation d'une deuxième dose dans ce groupe d'âge. Or, le problème du ROR, c'est qu'il y a beaucoup de mercure dans le ROR. Et donc 2 doses successives avec du mercure, eh bien c'est ça qui fait mourir les enfants. C'est pas le virus de la rougeole. C'est ce qu'il y a dedans. Ce sont les adjuvants. C'est ça le problème. On a le même problème avec la grippe. Mais la grippe c'est pire et on va y venir. Vraiment on va y venir. Je continue. Lors de la résurgence de la rougeole de 1989 à 1991, les taux d'incidence chez les nourrissons étaient plus de 2 fois supérieurs à ceux de tout autre groupe d'âge. Les mères de nombreux nourrissons atteints de rougeole étaient jeunes et leur immunité contre la rougeole était le plus souvent due à la vaccination plutôt qu'à l'infection par le virus sauvage. C'est-à-dire que ces femmes qui ont mis au monde ces enfants avaient été vaccinées contre la rougeole et donc n'avaient pas développé la rougeole sauvage qui immunisait à vie. En conséquence, une quantité plus faible d'anticorps a été transférée du fœtus à travers le placenta par rapport au transfert d'anticorps des mères dont les titres d'anticorps étaient plus élevés à la suite d'une infection par le virus sauvage. Ce qui indique également que les mamans qui ont développé la rougeole
avec la rougeole sauvage, naturellement, sont immunisés à vie et protègent leurs enfants contre la rougeole à la naissance. En revanche, les mamans qui ont été vaccinées les protègent beaucoup moins. Parce que vous devez savoir qu'une vaccination contre la rougeole protège entre 3 et 5 ans. Si vous développez la rougeole sauvage, l'immunité est à vie. Je reprends. La plus faible quantité d'anticorps dans le vaccin a entraîné une immunité qui s'est estompée plus rapidement, rendant les nourrissons plus vulnérables que jamais. Je vous le rappelle, ce document, fermez les guillemets, a été publié par le CDC dans sa page officielle. J'ai tous les liens. Hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Je ne vais pas m'amuser à vous dire des sottises, surtout concernant la santé. Je reprends des faits scientifiques publiés. Alors, comment expliquer que des organismes scientifiques officiels publient des vérités scientifiques sur les vaccins qui contredisent et éprouvent le mensonge des propagandistes vaccinaux, et que ces mêmes vérités sont désormais soumises à la censure et à la honte publique, attaquées par des hordes de mauvais journalistes haineux et frustrés de ne pouvoir pratiquer un métier ailleurs que sur Internet sous des pseudonymes et à se comporter comme des gestapistes au service du mensonge. Que ce doit être pénible de vivre en lâche, messieurs les censeurs, messieurs les trolls, de regarder dans les yeux de ses parents contaminés par des vaccins et de se dire « Je suis complice de cela, mais pour l'argent je trahis père et mère, car l'ordure et moi sommes frères. Moi qui n'ai de journaliste que le titre, je suis Judas à la cause de la vie. » Oui, frères de pourriture qui soutiennent le monopole des faits établis par les mêmes scientifiques arrogants qui ont prétendu pendant des années que fumer était également très bon pour la santé, que l'amiante ne faisait de mal à personne, que les animaux ne ressentent pas la souffrance. Et il fut même un temps où ces médecins prétendirent que les bébés humains n'avaient pas encore de connexion pour ressentir la douleur, tous des docteurs Mengele en puissance, des monstres odieux et incompétents ou tout simplement vendus aux puissances du mal. Comment s'étonner que le public ouvre enfin les yeux sur la réalité, en réalisant que les opinions conventionnelles sur les vaccins sont basées sur des mensonges financés par l'industrie. Les recherches prouvent que les virus vivants contenus dans les vaccins ne protègent pas, mais propagent les maladies, comme le révèle un nouveau rapport récemment publié, et là c'est encore une preuve, dans les actes de la National Academy of Science des États-Unis d'Amérique. Alors, dans des actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique. Alors ça, si les trolls ont quelque chose à dire, je crois que c'est ta gueule. La vaccination peut considérablement accroître la propagation de la maladie. Voilà ce que cette étude révèle. Il semblerait que la ministre de la Santé en France, Madame Buzyn, doive nécessairement s'informer sur la science au lieu d'être le relais des laboratoires pour imposer des vaccinations non seulement dangereuses, mais qui diffuseraient les épidémies contre lesquelles la société était enfin parvenue à se débarrasser après des siècles de contamination. Comme l'explique cette source scientifique garantie par le PNAS, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Donc c'est vraiment quelque chose de très solide. C'est pas, on peut pas aller contre ça parce que c'est les plus grands scientifiques américains qui sont là. Une équipe de chercheurs a constaté que les porteurs de la grippe exhalent ou expirent. Inspirer, s'expirer. Inspirer, s'expirer. Eh bien, ils ont constaté que, tiens, j'ai perdu le fil, dans le vaccin contre la grippe virale qu'ils ont reçu, attendez, j'y reprends. Une équipe de chercheurs a constaté que les porteurs de la grippe exhalent ou expirent des quantités importantes de virus contenus dans le vaccin de la grippe virale qu'ils ont reçu. Et cela, rien qu'en parlant, en postillonnant, en éternuant dans leurs mains et en touchant n'importe quoi ensuite. Eh bien non. En fait, c'est pire que ça. Ça veut dire que c'est simplement en respirant que les gens qui sont vaccinés contre la grippe vont contaminer tout leur entourage. C'est pas génial, ça? Eh ben oui, c'est vrai. Ainsi,
le simple fait d'expirer est un moyen tout aussi efficace de propager la grippe que d'éternuer. Ainsi, sans le vouloir, toute personne vaccinée contre la grippe la diffuse malgré elle. Le vaccin transforme donc le patient en véritable bombe bactériologique. Mais c'est valable aussi pour les vaccins contre la rougeole. C'est valable aussi pour les oreillons. C'est valable aussi pour toutes ces maladies infectieuses. C'est la même chose. Il suffit que le gamin respire. C'est pas de sa faute, il y peut rien. Et il va diffuser à travers son nez, à travers son corps, il va diffuser toutes les épidémies possibles et imaginables. C'est prouvé, c'est là. On a les preuves tangibles. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Buzine? Ah non, on va imposer le RER. Ah non, on va imposer le garde d'asile. Ah non, on va imposer le vaccin contre la grippe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Soit il y a un problème d'incompétence, soit il y a un problème de complicité. À vous de voir. Les personnes vaccinées ont diffusé plus de 6 fois plus de virus de la grippe infectieuse que les individus non vaccinés. Non mais attends, j'ai tous les liens. Nous fournissons des preuves accablantes que les humains génèrent des aérosols infectieux et des données quantitatives pour améliorer les modèles mathématiques de transmission et les interventions de santé publique. Nous montrons que les éternuements sont rares et sans importance et que la toux n'est pas nécessaire pour l'aérosolisation du virus de la grippe. Nos résultats, à savoir que l'infection des voies respiratoires supérieures et inférieures sont indépendantes et que les aérosols exhalés à particules fines reflètent l'infection dans les poumons, ont ouvert la voie à une compréhension plus approfondie de la biologie humaine de l'infection par le virus de la grippe et de sa transmission. Notre observation d'un lien entre la vaccination répétée et la génération accrue d'aérosols viraux a démontré le pouvoir de notre méthode. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que les personnes vaccinées sont, malgré elles, plus dangereuses que les personnes non vaccinées. C'est elles qu'il faut mettre en quarantaine, pas ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est ça, le drame. Et c'est exactement l'inverse qui se passe, parce qu'il faut absolument contaminer les autres pour justifier une vaccination inutile et dangereuse. Ah, c'est pas les docteurs de la télévision qui vont vous dire ça. C'est pas France 5 qui va vous dire ça. Là, les journalistes séditieux sans la moindre intelligence ou avec une intelligence du mal ou les médecins incompétents qui ne font aucune recherche scientifique. Aucune, pas la moindre. Et pourtant, elles sont là. Elles sont devant nos yeux. On peut y accéder quand on veut. Comment expliquez-vous cela? Vous voulez vous informer, vous pouvez le faire. Tous ceux qui parlent anglais peuvent le faire. C'est gratuit, c'est donné là. Comment se fait-il que les autorités sanitaires ne tiennent pas compte de ces études scientifiques? C'est un scandale absolu. Parce que Mme Buzine a eu un diplôme de médecin? Mais en tous les cas, il y a quand même un décalage entre les connaissances de Mme Buzine et sa volonté de faire vacciner. La preuve est là. Je suis désolé d'en parler comme ça et ça me gêne profondément parce que je n'aime pas me moquer des gens ou les tourner en ridicule. Mais comment se fait-il que notre ministre de la Santé ne soit pas au courant de tout cela? Et le culot d'annoncer vouloir rendre obligatoire un vaccin qui va contaminer la population et qui va faire d'un virus une épidémie nationale, voire internationale. Tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce qu'elle dit, Louloute? On va savoir tout de suite. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est partie voir son frère qui est souffrant. Alors, selon ces sources scientifiques officielles du PNAS, donc le Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America, ces résultats indiquent que la vaccination antigrippale pourrait non seulement être inefficace, mais également être néfaste car propageant la maladie afin de créer une épidémie. Plutôt que de prévenir la maladie, il semble que les vaccins antigrippaux contribuent à la propagation de la grippe et pourraient même contribuer à l'apparition de la maladie elle-même au cœur des populations. En effet, les personnes vaccinées contre la grippe transmettent 630% plus de particules virales que les personnes non vaccinées. Ça, je l'avais publié dans Pandora 4 jours.
Voilà une véritable imposture vaccinale dévoilée par la science et qui n'est jamais prise en considération par le gouvernement français, ni par la presse mainstream qui refuse, ou plutôt qui a ordre de ne pas diffuser la vérité scientifique pour ne pas nuire à l'industrie vaccinale. Et quand vous voyez que des employeurs veulent forcer leurs employés à se faire vacciner contre la grippe, c'est quand même criminel, c'est de la coercition, c'est interdit par la Convention de Genève et, je le répète, par le Code Nuremberg. C'est interdit. Et pourtant, ils sont hors la loi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance financière au-dessus qui est là pour influencer absolument tout le système. Deux points, ouvrez les guillemets. Les gens reçoivent des vaccins antigrippaux, autrement dit, ils sont des propagateurs irresponsables de la grippe. Ce sont eux qui rendent les autres malades, comme nous le constatons depuis des années. Ainsi, le moyen le plus responsable d'éviter d'infecter d'autres personnes consiste à éviter d'être vacciné contre la grippe, signé par Mike Adams, fondateur de Natural News et créateur de Brighteon.com, plateforme vidéo de diffusion de la vérité scientifique. Je vous rappelle que Mike Adams a été censuré complètement, sa chaîne YouTube a sauté, tout le travail, des années de travail qu'il avait fait, heureusement qu'il avait tout sauvegardé, a été effacé par YouTube et Facebook. Aujourd'hui, il a contre-attaqué, et heureusement qu'il est là, parce que c'est l'un des premiers sonneurs d'alerte avec Del Bigtree et Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr., a dénoncé les impostures vaccinales. Et il a créé justement cette plateforme vidéo qui s'appelle Brighteon.com. J'ai failli y aller d'ailleurs. Et puis j'ai choisi Vimeo, donc pour éviter la censure. J'en profite parce que là on parle de censure. Tim LeVeilleur a fait sauter sa chaîne YouTube, c'est regrettable, même s'il n'était plus monétisé, c'est regrettable de la faire sauter. Et il a créé une nouvelle chaîne, ce qui est très bien. Le problème, c'est que cette nouvelle chaîne qu'il a créée, il l'a créée sur un support qui appartient aussi à YouTube. Il faudrait qu'il aille ailleurs. Bon, bref, passons. C'est juste une information. Parce qu'il sera encore censuré là où il est. En France, Madame Buzyn joue à un terrible jeu de l'ignorance dissimulé pour servir les laboratoires en déclarant vouloir imposer le vaccin contre la grippe à toute la population et pour cause. Si tout le monde est vacciné, impossible de prouver que les vaccins ne fonctionnent pas et l'on dira à ceux qui la contracteront que ce sera de la faute à pas de chance. Comme la mort subite du nourrisson est toujours de la faute à pas de chance. Ça, c'est un grand imbécile que je connais très bien qui l'a déclaré. Et les parents détruits doivent se contenter de cela ? Eh bien non. À présent, nous connaissons la vérité grâce à la science, et nous refusons de livrer nos enfants en holocauste pour enrichir Big Pharma. Alors, parents, papa, maman, je ne peux pas faire ce travail de protection de vos enfants à votre place. C'est impossible. Il faut que vous preniez conscience de cette réalité. J'ai écrit plus de 7 livres sur le sujet, qui sont très complets, avec des preuves en veux-tu, en voilà, il n'y a que ça. Si tous les parents, si je dis bien si tous les parents, sont conscients des risques qu'ils prennent, c'est à eux de prendre les décisions qui s'incombent pour protéger leurs enfants. Le vaccin antigrippal a fait l'objet d'un examen minutieux dans le passé pour son manque d'efficacité. Certaines années, ce vaccin était si mauvais que même les CDC n'avaient pas d'autre choix que de s'excuser pour leur échec massif. Mais au-delà du manque flagrant de preuves de l'efficacité des vaccins antigrippaux, il existe des preuves substantielles de leur dangerosité. De nombreuses études ont montré que la vaccination contribuait à la propagation de la maladie. Et ce qui est encore plus alarmant, il existe toujours un risque d'accident indésirable, surtout avec ce vaccin lourdement chargé en mercure. Je vous rappelle que le mercure, sous toutes ses formes, ne doit pas être ingéré ou vacciné à un être vivant. À la fin 2018, par exemple, à Las Vegas, Shane Morgan, une victime du vaccin antigrippal, était incapable de marcher, de parler ou de respirer par lui-même, ayant développé un syndrome de Guillain-Barré à la suite du vaccin contre la grippe, et c'est ce vaccin que Mme Buzyn veut imposer à la population française. Mais ce n'est pas le seul, il y en a plein. Il y en a même qui l'attrapent avec le vaccin contre le tétanos. J'ai donné l'exemple dans un de mes Pandora également.
Le seul et unique avis qui est autorisé pour le dogme pro-vaccinal est que les vaccins sont infaillibles. Il existe pourtant une quantité considérable de preuves allant dans le sens contraire de ces déclarations. Et pourtant, la plupart des médecins refusent même de reconnaître la possibilité qu'ils se trompent. Serait-ce en rapport avec la commission perçue pour avoir vacciné? En France, par exemple, chaque médecin perçoit 7 €, je crois, par vaccin fait à leurs clients, je vais dire, pas à leurs patients. C'est pour ça que pour eux, plus ils vaccinent, plus ils gagnent d'argent. Ils sont tellement pressurés par les impôts qui leur demandent de l'argent, qu'il faut qu'ils en gagnent. C'est comme des chirurgiens qui vont faire des examens inutiles. C'est tous les jours comme ça. Et puis vous avez le collègue qui dit mais je comprends pas pourquoi il a fait faire cet examen, c'est complètement débile. Eh ben oui, si tu comprends pas, c'est parce que c'est fait pour gagner de l'argent. Ou alors c'est un problème d'incompétence. Mais ça devient dramatique. J'ai eu un témoignage en commentaire, quelqu'un qui travaille dans un hôpital et qui confirme que les médecins sont de moins en moins compétents. Mais on arrive dans un monde de fous. Avec ce système Big Pharma qui possède les universités et qui force les médecins à devenir uniquement des prescripteurs de protocoles, eh bien, il n'y a plus de médecine, elle n'existe plus. C'est pour ça qu'ils vont être remplacés, tous ces médecins, par des médecins informatisés. Des robots, l'intelligence artificielle. C'est fini, les médecins d'antan, ceux qui avaient de l'intuition, ceux qui percevaient les problèmes. Regardez cette série extraordinaire qui s'appelle The Good Doctor, avec ce médecin autiste. C'est là où on voit le génie de la médecine, le génie de l'homme allié à la médecine. Mais si on n'avait que des médecins comme ça, il n'y aurait plus aucun malade. En revanche, bon, bref, passons. Les partisans de l'industrie vaccinale s'attachent à faire taire toutes les voix divergentes et à éliminer toute trace de scepticisme, de doute concernant les vaccins sur Internet, et il est temps de commencer à se demander pourquoi. Eh bien, nous vivons une époque formidable. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a du scintillement, c'est à cause de ma source de lumière, mais la dernière vidéo, c'était très sombre, donc on met un peu plus de lumière. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez compris ce que c'est que la vaccination, à quoi elle mène, à quoi elle peut mener. Parce que dans l'exemple de ce monsieur qui a développé un Guillain-Barré à Las Vegas, sa femme aussi avait été vaccinée, elle n'a rien développé. Donc on ne sait pas comment le malheur frappe. Ça veut dire que vous pouvez faire vacciner votre enfant avec un ROR, et par chance, il ne développera pas un autisme. Et puis vous pouvez le faire vacciner un autre enfant avec un ROR qui va développer, lui, un autisme, ou un accident vaccinal, ou qui va mourir. Il n'y a pas de loi. Et c'est ça qui sert les intérêts de Big Pharma. Parce que comme ça, ils se dédouanent. Ben non, c'est pas nous. Vous voyez bien, il n'y a pas de constante. Mais oui, mais il n'y a pas de constante. Mais qui c'est qui a les mêmes empreintes digitales au monde? Personne. Personne n'a les mêmes empreintes digitales. On a un système immunitaire, on a une empreinte ADN qui est unique à chaque être vivant. Donc le discours de Big Pharma est par essence anti-scientifique. C'est du scientisme. Et c'est ça que défendent tous ces malveillants à la télévision ou dans la presse. Je ne vais pas nommer les journaux, mais c'est les journaux qui, hier, étaient de grands journaux d'information et qui, aujourd'hui, ne sont que des journaux de propagande médicale, de propagande pro-Big Pharma, et qui ne donnent jamais la parole ou qui travestissent la parole de ceux qui disent la vérité. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute attentive, pour ceux qui ont tenu tout du long. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Salut!